Admettons qu'aujourd'hui, demain ou dans un mois, vous soyez sur le chemin retour de votre travail, d'une soirée ou simplement en pleine balade. Soudainement, sans que vous ne puissiez rien faire, votre vision s'estompe. Vous n'êtes plus maître de vos mouvements et, désormais, vous êtes sous la contrainte. Lorsque vous retrouvez la vue, à l'évidence, vous voici dans la tanière d'une personne malveillante, qui visiblement a l'habitude de ce genre de situation, et vous annonce qu'elle vous fera du mal. La grande question, qui possède de multiples réponses, est que faites-vous ? Si vous n'en avez aucune idée, l'histoire à venir pourrait être une source d'inspiration. Aux États-Unis, la Floride est connue pour être l'endroit favori des retraités, mais aussi des personnes fortunées parce que là-bas, il fait bon vivre toute l'année. Il faut dire que le climat tropical aide à passer l'hiver au chaud. Dans les années 80, le lieu le plus populaire de l'État est Miami. Tout le monde s'y rend pour faire la fête. C'est peut-être en lien avec l'apparition de cette nouvelle poudre blanche envoyée depuis la Colombie par cet homme quelque peu grassouillé mais milliardaire désormais grâce aux narines des Américains. Cependant, pour ceux qui aspirent à plus de tranquillité, la Floride regorge d'endroits plus ou moins isolés. Les marécages des Everglades sont l'endroit idéal si vous en avez assez de la compagnie humaine et que vous préférez barboter avec des alligators. Sinon, il y a Tampa, une ville côtière relativement calme, en tout cas qui n'est pas encore frappée par des guerres de cartels ou autres bodybuilders au QI limité organisant des enlèvements en tenue de ninja, et vous voyez tout à fait de qui je parle. Nous sommes le dimanche 13 mai 1984, c'est la fête des mères aux États-Unis. Jason Westerman et Greg Adam, deux adolescents, viennent de la souhaiter à leur maman et ils décident de se rejoindre pour tester des parachutes miniatures qu'ils ont confectionnés eux-mêmes. Afin de bénéficier de suffisamment d'espace pour essayer leur nouveau jouet, les deux garçons se rendent dans un champ proche de chez eux, tout au sud de la ville. Comme prévu, ils lancent en l'air à plusieurs reprises les parachutes et se déplacent au gré de leurs mouvements quand ils s'approchent d'un champ de vaches. C'est alors que l'un des adolescents remarque quelque chose dans l'herbe. Il pense qu'il s'agit d'une vache d'abord, a priori morte puisqu'elle ne semble pas bouger. Alors avec son ami, il se rapproche pour voir de quoi il s'agit. Très vite, ils comprennent que ce n'est absolument pas le cadavre d'une vache, mais celui d'une femme. Pris de panique, ils courent aussi vite qu'ils peuvent rejoindre leurs parents pour signaler leur horrible découverte. Jerry Westerman, le père de Jason, tient à s'assurer que les adolescents ne se sont pas trompés. Il se rend donc sur place. Malheureusement, son fils et son ami n'ont pas fait erreur. Il s'agit bien d'une dépouille humaine gisant dans l'herbe. De retour à la maison, l'homme contacte la police, qui prend note de tout ce qui est expliqué. Le corps d'une jeune femme aurait donc été retrouvé allongé, face contre terre, les jambes écartées au maximum, comme si le corps avait été positionné ainsi volontairement. Ce n'est pas tout. Les mains de la victime ont été attachées dans son dos. Il y a également une corde qui fait le tour du cou de la jeune femme décédée. Manifestement, au regard de la description réalisée par Jerry Westerman, il est fort probable qu'un homicide eût été perpétré. Des enquêteurs spécialisés dans ce genre d'affaires sont donc envoyés sur place. À leur arrivée, ils découvrent le lieu. C'est au bout d'une impasse menant à des champs que le corps repose. L'environnement est très fidèle à ce qui a été expliqué par les témoins. La victime est effectivement une femme ligotée à l'aide d'une corde et ce qui semble être un tissu blanc. Le lien qui parcourt son cou est également une corde qui en fait 3 fois le tour avant de se terminer par un nœud coulant. La corde est attachée un peu à la façon dont on s'y prendrait pour pendre une personne. Les inspecteurs sur place ont la sensation que cette corde a en réalité été utilisée plus dans le but de contrôler la personne, comme une sorte de laisse. Immédiatement, ce constat rend l'affaire inédite. C'est la première fois que les policiers sont confrontés à une telle pratique, et ne comprennent pas vraiment ce qu'elle signifie, mais ils sont persuadés d'une chose, c'est inhabituel. Tout comme le lieu où a été déposée la victime. Il s'agit d'une zone perdue, à la fin d'un chemin se terminant en impasse, et qui n'est que très peu fréquentée. Si c'était pour dissimuler son œuvre, le meurtrier aurait enterré le cadavre, mais au lieu de cela, il l'a laissé à l'air libre. La question qui se pose donc est de savoir si le meurtre s'est déroulé ici même, ou s'il ne s'agit que d'un endroit où le tueur a déposé la jeune femme.
L'interrogation sur ce point est légitime, dans la mesure où des traces de pneus sont découvertes près du lieu où repose le corps. Les témoins, c'est-à-dire le père et les deux adolescents, sont formels. Ils n'ont pas dégradé la zone, ce qui laisse donc penser que le véhicule aurait pu être conduit par le tueur lui-même, parce qu'il est évident qu'il y a eu un aller-retour. C'est un bon indice. Ces traces sont donc moulées sur place avant d'être envoyées à un laboratoire du FBI qui les étudiera afin de tenter d'identifier la marque des pneus et avec un peu de chance, le modèle également, ce qui pourrait amener à être utile plus tard dans l'enquête. Il n'y a pas grand-chose d'autre sur place, hormis ces traces de pneus, le corps évidemment, et ce qui a servi à le ligoter. D'autres morceaux de corde ainsi que du tissu sont retrouvés un peu plus loin dans les hautes herbes, mais pour les indices, cela se stoppe à ces éléments. Après avoir récolté tout ce dont ils avaient besoin, les enquêteurs envoient le corps de la jeune femme chez le médecin légiste du comté pour qu'une autopsie soit réalisée. L'analyse médico-légale est précise. Elle identifie la cause de la mort. Il s'agit d'une asphyxie après un étranglement et cela confirme, même si cela était évident, qu'il s'agit d'un homicide. Par ailleurs, il est démontré que la victime a souffert avant sa mort. Les nombreuses lésions relevées par le médecin légiste montrent que cette jeune femme a été brutalement battue avant de perdre la vie. Le nouvel obstacle pour la police est d'identifier la victime, l'état de décomposition étant avancé, le corps reposant dans le champ depuis environ 3 jours dans un environnement tropical. Le seul moyen à disposition des forces de l'ordre est une identification grâce aux empreintes digitales. Seulement, il ne semble pas que cette personne soit fichée par la base de données de la police, compliquant ainsi cette étape nécessaire de l'enquête. Le mot est passé à travers la presse, qui relaie l'information, mais aucun élément ne permet d'avancer jusqu'à ce qu'une femme signale avoir aperçu la jeune femme inconnue quelques jours auparavant dans son quartier. Elle aurait été vue devant un immeuble voisin de ce témoin qui ne connaît pas le nom de cette femme, mais sait qu'elle vivait chez son petit ami jusqu'à ce que celui-ci décide de la mettre à la porte, raison pour laquelle elle pleurait. Si elle est au fait de sa situation, c'est parce que la jeune femme lui aurait demandé 10 $, n'ayant aucun endroit pour dormir cette nuit-là. Ce témoignage est absolument crucial pour les policiers. Non seulement ils savent où se rendre afin d'obtenir peut-être l'identité de la victime, mais ils ont également un potentiel suspect à interroger, le petit ami s'étant disputé avec la jeune femme. Les enquêteurs ne perdent pas une seule seconde, se rendant immédiatement chez cette personne. L'homme confirme qu'il s'agit de sa petite amie, qu'elle s'appelle Nyan Long, et effectivement elle a disparu depuis 3 jours environ, ce qui colle absolument avec le résultat de l'autopsie. Grâce aux empreintes digitales, il est confirmé que cette jeune femme est également celle qui fut retrouvée quelques jours auparavant dans le champ. Ceci dit, son petit ami est rapidement mis hors de cause, ayant un alibi solide pour le créneau au cours duquel le meurtre aurait été commis. Nyan Long, plus communément appelée Lana Long, était tout juste âgée de 19 ans. Elle était originaire du Laos mais vivait à Los Angeles avant de se rendre à Tampa, où elle travaillait dans le but d'économiser suffisamment d'argent pour intégrer l'université locale. Pour gonfler ses économies, en vue de réaliser cet objectif, Lana était danseuse dans un club de striptease de la ville, mais comblait cette première activité avec une seconde, la prostitution. La plupart du temps, elle se rendait sur Nebraska Avenue au cœur de Tampa pour alpaguer sa clientèle, cette zone étant connue pour ses services. Les enquêteurs pensent qu'elle a certainement été la victime d'une passe qui aurait dégénéré. Alors, pour retrouver l'auteur de ce meurtre, les autorités se concentrent sur les traces de pneus relevées auparavant sur le lieu du crime. Le FBI est parvenu à déterminer de quelle marque il s'agissait. Les pneus sont des Vogue, le modèle précis également est identifié. C'est une information importante, puisque cela signifie qu'il y a un élément permettant de contrôler des véhicules désormais. Et évidemment, tous ceux équipés de ces pneus rendront leur propriétaire automatiquement suspect. Un premier indice qui est suivi d'un deuxième après l'analyse des vêtements que portait la jeune femme assassinée. Sur elle, de microscopiques fibres rouges sont découvertes. Elles sont presque invisibles à l'œil nu, et pourtant, une aussi petite chose en dit beaucoup. Ces fibres sont spécifiques des sièges de voiture. Cela signifie donc qu'il y a une forte probabilité que la victime soit montée dans le véhicule de son meurtrier, ce qui amène une réponse quant à savoir si la jeune femme a été tuée dans le champ ou simplement transportée là-bas, et il semblerait que cette dernière hypothèse soit la plus crédible désormais.
Hélas, contrairement aux traces de pneus, il est impossible de remonter au type de siège auto utilisant ce genre de fibre, mais cela reste un bon indice afin d'optimiser la recherche du tueur. Et d'ailleurs, est-ce qu'il s'agit d'une seule personne ou bien y a-t-il plusieurs individus impliqués? Pour l'instant, les enquêteurs n'en ont pas la moindre idée. D'ailleurs, l'enquête, malgré quelques indices intéressants, stagne depuis plusieurs jours à présent, sans qu'aucune évolution ne fasse rebondir l'affaire, quand arrive le dimanche 27 mai 1984. Le dimanche 27 mai 1984, comme chaque jour depuis la découverte du corps de Lana Long, les inspecteurs travaillent d'arrache-pied à la résolution de ce meurtre sordide. Simplement, ce jour, ils sont interrompus dans leur tâche par un coup de téléphone les obligeant à se rendre sur un nouveau lieu. Celui qui les a appelés est un riverain d'une petite ville à 45 km à l'est de Tampa, Plant City. Il a pour habitude de passer par un chemin de terre dans un endroit isolé pour se promener. Il s'y rend fréquemment, plusieurs fois par semaine. Mais ce jour-ci, il a fait une découverte terrifiante. Le corps d'une femme nue, inconsciente au milieu des herbes. Paniqué, l'homme a aussitôt contacté la police qui constate donc qu'une nouvelle femme a été tuée dans le secteur. Cependant, ce meurtre pourrait-il être lié à la première affaire sur laquelle il travaille ? Il y a de fortes chances, parce que certains éléments sont très similaires. La jeune femme, dont l'âge oscille entre 15 et 25 ans, est nue, reposant sur le dos avec ses vêtements éparpillés autour d'elle. Ses mains sont attachées au niveau de sa taille, mais surtout, il y a une corde qui fait le tour de sa gorge, comme dans le cas du meurtre de Lana Long. Et comme dans cette dernière affaire, cette corde a visiblement servi de laisse pour l'agresseur, qui dirigeait sa victime ainsi. Il y a le même nœud coulissant, autorisant les policiers à supposer que l'auteur du premier meurtre sur lequel ils enquêtent est également à l'origine de ce second massacre. Sauf que cette fois-ci, il y a immédiatement un doute sur la cause de la mort, parce qu'il apparaît que la gorge de cette victime a été tranchée profondément, sans qu'il ne soit possible de déterminer si cet acte a effectivement conduit au décès. C'est l'autopsie qui devra faire la lumière sur ces interrogations. Le médecin légiste tente en premier lieu, grâce à une colle spéciale et de la poudre de graphite qu'il répartit sur la dépouille, de déceler des empreintes digitales qui pourraient appartenir au tueur, sans succès cependant. Il s'attarde ensuite sur la cause de la mort de cette jeune femme. Il relève plusieurs traumatismes qui auraient pu engendrer le décès. Au niveau du crâne de la victime, il y a de nombreuses ecchymoses suggérant qu'elle a été frappée violemment à l'aide d'un objet contondant. Bien sûr, sa gorge ayant été tranchée, une lame a également été utilisée. Et enfin, autour de cette plaie, le médecin légiste découvre des marques de strangulation. Cette jeune femme n'a pas été épargnée, puisque le viol est avéré après des examens spécifiques. D'après les conclusions du scientifique en charge de l'autopsie, la victime a d'abord été violée avant d'être sévèrement battue avec un objet contondant, puis étranglée à l'aide de la corde qui se trouve autour de son cou. Le tueur a certainement eu du mal à mettre un terme à la vie de cette jeune femme, puisque ce n'est pas la strangulation qui a causé la mort, mais l'égorgement qu'elle a subi, comme si cette méthode avait été le dernier recours du meurtrier. L'agresseur est donc un individu particulièrement violent. Les policiers sont quasiment certains qu'il s'agit de la même personne. Ils en auront le cœur net grâce à un nouvel élément médico-légal. Des fibres rouges, de la même nature que celles retrouvées sur le premier cadavre, sont découvertes sur les vêtements de cette seconde victime. Après analyse, les fibres de chacune de ces affaires correspondent. Le laboratoire du FBI est en capacité d'affirmer que non seulement ce sont des fibres identiques, mais qu'elles proviennent du même véhicule. Autrement dit, Lana Long et la deuxième victime, pour le moment inconnue, ont été transportées dans la même voiture. La corde servant de laisse, la façon dont sont exposés les corps, la manière brutale de s'en prendre aux victimes et le même véhicule utilisé dans les deux cas ne permettent plus de douter sur le fait que les affaires sont liées entre elles. Mais surtout, la crainte des enquêteurs est que désormais ils ne chassent plus un simple meurtrier, mais certainement un tueur en série. Pour lui mettre la main dessus, l'une des premières étapes des enquêteurs est à présent d'identifier cette seconde victime. Dans ce but, un portrait robot de la jeune femme est réalisé et transmis à la presse dans l'espoir qu'un témoin se signale.
En parallèle, les policiers ne sont pas inactifs et mènent des centaines d'interrogatoires dans le coin où le cadavre fut retrouvé en vue d'avancer dans cette investigation qui s'annonce complexe. Grâce au portrait robot, une femme, Teresa Brown, se présente au poste de police de Lakeland, la ville voisine de Plant City. Cette dernière aurait des informations à transmettre à la police. Nous sommes le mardi 29 mai 1984 et 3 jours auparavant, le samedi 26 mai, Teresa Brown aurait été témoin d'une altercation entre une femme et un homme qui se serait déroulée entre 22h et minuit. Elle était avec un ami au Naughty Pine Bar, dans le centre de Tampa, quand elle a vu un homme frapper sévèrement une jeune femme dans la vingtaine, tandis que ce dernier lui rendait facilement une dizaine d'années, avant de la porter sur ses épaules pour la jeter dans son véhicule. Les policiers demandent donc à ce que la femme les conduise à l'endroit précis où elle a assisté à la scène, ce qu'elle fait. Sur place, il semble y avoir du sang, ce qui vient corroborer les dires de cette personne. Seulement, Teresa Brown n'est pas en capacité de donner de plus amples informations. Elle pensait qu'il s'agissait simplement d'une dispute conjugale et n'a pas plus prêté attention aux détails. Mais la diffusion du portrait robot porte ses fruits une seconde fois, puisqu'une autre femme se présente au poste de police pour expliquer qu'elle connaît le nom de la personne représentée par le dessin de la police. Il s'agirait de Michelle Denise Sims. Si elle est certaine de ce qu'elle avance auprès des enquêteurs, c'est parce qu'elle connaît bien cette femme. Il s'agit d'une amie. Toutes les deux sont des prostituées qui ont l'habitude de fréquenter Kennedy Boulevard à Tampa et ont finalement créé un lien d'amitié. Seulement, depuis plusieurs jours, Michelle n'est jamais réapparue. Grâce aux empreintes digitales, l'identité de la jeune femme est confirmée. Il s'agit bien de Michelle Sims, qui venait tout juste de débarquer dans la ville floridienne depuis quelques semaines. La femme venue témoigner confirme qu'elle ne connaissait pas bien la ville, ne se méfiant pas des clients et entrant dans n'importe quel véhicule afin que son chiffre d'affaires soit le plus élevé possible. Malheureusement, elle est tombée sur la mauvaise personne ce samedi soir. L'enquête avance, mais sa résolution est loin d'être évidente. Alors les inspecteurs se concentrent sur les éléments en leur possession pour trouver la faille, et principalement cette laisse que le tueur semble placer autour du cou de ses victimes. En cherchant dans les archives, aucun crime similaire n'a été découvert, ce qui signifie qu'il s'agit d'une sorte de rituel pour cet individu. La décision est donc prise de faire appel au FBI et à ses équipes d'experts en vue d'établir un profil de l'homme que la police recherche, parce que pour le moment, elle n'a aucune idée du type d'individu dont il pourrait s'agir. L'unité comportementale de l'agence fédérale est donc sollicitée, et elle construit un profil psychologique du tueur, basé uniquement sur sa façon de tuer et les indices récoltés par les policiers jusqu'à présent. D'après le FBI, l'homme recherché est un homme blanc, en fin de vingtaine, peut-être à l'aube de la trentaine. Il serait châtain, voire brun, de taille moyenne, voire grand, à la corpulence moyenne également. Il y a de fortes chances pour qu'il soit armé d'un couteau avec une lame conséquente, peut-être un couteau de chasse. Ces éléments sont déterminés suivant les indices et les témoignages découverts par la police. Ensuite, le FBI indique que cet homme choisirait ses victimes aléatoirement. En réalité, il sélectionnerait celles dont il pourrait s'approcher, expliquant ainsi que les 2 corps retrouvés jusque-là soient ceux de prostituées. L'individu ne frapperait que dans une région bien précise. Il n'irait pas au-delà de Tampa et des environs. C'est donc un homme de la région. Il y a une grande probabilité pour que le véhicule qu'il utilise soit un modèle clinquant, tape à l'œil, dans lequel il conserve au moins une arme. Cet individu aime porter sur lui soit un couteau, soit un objet lui permettant de passer à l'acte. Le tueur est certainement un sadique sexuel, c'est-à-dire qu'il prend son plaisir en faisant du mal aux personnes qu'il soumet à sa volonté, et qui n'ont d'autre choix que de subir ses terribles actes. C'est cette soumission qui lui procure cette excitation. La souffrance d'autrui par ses agissements est ce qui le motive à tuer. La mise à mort n'est que le point final de ses attaques, expliquant ainsi les cordes enroulées autour du cou des victimes avec un nœud coulant et servant ainsi de laisse. De même avec les mains attachées, ou les nombreuses ecchymoses découvertes sur les corps des jeunes femmes montrant les instants douloureux qu'elles ont vécus. Ce profil établi par le FBI pour les policiers est une très mauvaise nouvelle pour les inspecteurs, parce que cela signifie qu'ils font face à l'une des catégories de tueurs en série les plus redoutables.
Ce genre d'individu est extrêmement difficile à interpeller, dans la mesure où ils sont méticuleux. C'est ce qui différencie d'ailleurs les sadiques sexuels des autres tueurs. La plupart du temps, les meurtriers classiques apprennent au gré des meurtres qu'ils commettent. Les sadiques sexuels ne passent à l'acte que lorsqu'ils sont certains d'être prêts. Il y a même des individus qui se projetteront mentalement des années durant avant de commettre un meurtre, et d'autres qui ne franchiront jamais le pas. Roy Hazelwood, un ancien membre de l'unité comportementale du FBI, compare la première victime d'un sadique sexuel à la 30e d'un tueur classique, démontrant le niveau de préparation de ces meurtriers. C'est donc un défi de taille que doivent relever les policiers, parce que les victimes ne s'arrêteront qu'une fois que cet homme sera derrière les barreaux. Le temps joue contre la police. Il faut agir, malgré le peu d'éléments exploitables, alors les enquêteurs supposent que le tueur se déplace en petite camionnette, parce qu'il devrait avoir besoin de place pour emmener ses victimes. Les policiers décident donc de placer des hommes sur tous les axes routiers qui conduisent à l'extérieur de la ville vers des zones rurales. Chaque véhicule correspondant à la description faite devient suspect et sa plaque d'immatriculation est relevée avant que le propriétaire ne soit interrogé. C'est un travail de titan extrêmement chronophage et qui ne donne rien. Aucun suspect n'est interpellé. La piste du tueur refroidit à nouveau. Un mois durant, les policiers tentent de mettre la main sur le tueur en série qui sévit dans le secteur, sans succès. Ce manque d'efficacité est aussitôt sanctionné. Le dimanche 24 juin 1984, Ronnie Barnes, un employé d'une orangerie, se rend sur son lieu de travail à environ 8 heures du matin. Il a pour mission d'asperger les arbres d'un produit aidant à la croissance des oranges. Pour accomplir la tâche qui lui incombe, il sort du garage un tracteur qui lui permettra de parcourir la zone. À 9h30, il débute. 1 heure plus tard, alors que l'homme se trouve toujours sur son tracteur, il repère à proximité d'un oranger une paire de chaussures. C'est assez curieux comme trouvaille ici, alors il descend de sa machine pour inspecter les lieux. Mais rapidement, une odeur infecte lui prend le nez. En s'avançant, il comprend d'où elle provient, puisque le cadavre d'une femme gît sous l'un des arbres. Instantanément, il stoppe tout ce qu'il est en train de faire et contacte la police pour signaler la macabre découverte. La victime est une jeune femme inconnue pour le moment. Son corps est dénudé et le procédé utilisé par le tueur ressemble en tout point avec ce que les policiers ont observé jusqu'ici. Il s'agit bel et bien du tueur en série. L'identité de la jeune femme est cruciale. Beaucoup de personnes sont interrogées et il y a plusieurs témoins qui l'ont aperçue récemment dans la zone. Finalement, c'est son petit ami qui informera les autorités de son identité. Il s'agit d'Elizabeth Laudenbach, une jeune femme de 22 ans employée dans une usine d'Odessa, une petite ville au nord de Tampa. Ses proches n'avaient plus de nouvelles depuis la soirée du 8 juin, alors qu'elle se promenait près de chez elle, proche de Nebraska Avenue à Tampa. Cette nouvelle découverte conforte les policiers dans le fait que le tueur n'est pas prêt d'arrêter ses crimes. Pourtant, après ce meurtre, il ne se passe plus rien. Les jours, les semaines puis les mois s'écoulent, et alors que les enquêteurs sont bloqués dans une impasse, pensant que le nombre de victimes allait grimper en flèche, il n'en est rien. En octobre, cela fait 5 mois qu'aucun meurtre n'a été recensé. Alors plusieurs explications peuvent justifier cette anomalie. Soit les corps n'ont pas été retrouvés, ce qui paraîtrait surprenant néanmoins, puisque jusque-là le tueur ne prenait aucunement le soin de dissimuler ses actes, au contraire même. Le meurtrier est peut-être lui-même décédé, ce n'est pas une option à exclure. Il se peut aussi qu'il ait décidé de déménager. Si c'est le cas, il faudra surveiller les meurtres commis avec un procédé similaire au sien. Quoi qu'il en soit pour l'instant, c'est un moment de répit pour les enquêteurs qui continuent d'investiguer. Le dimanche 7 octobre 1984, Clarence Hale, un agriculteur de la région, parcourt ses terres comme il le fait régulièrement afin de contrôler que tout est en ordre. Tandis qu'il s'approche de l'une de ces clôtures, à proximité de petits arbustes, il remarque un morceau de tissu attirant son attention. Il se dirige donc en cette direction, puis découvre une scène absolument terrifiante. Voici le cadavre d'une jeune femme gisant au milieu de la végétation. La police est informée rapidement. Lorsque les agents arrivent sur place, ils constatent le crime. Ils sont presque persuadés qu'il s'agit du tueur en série qu'ils pourchassent depuis des mois à présent. Presque parce qu'il est facile de comprendre que la cause de la mort n'est pas la strangulation.
La jeune femme assassinée l'a été à l'aide d'une arme à feu. Les blessures se trouvant au niveau de son cou et de son crâne le prouvent. La mise à mort n'est pas tout à fait similaire que dans les autres cas. Pourtant, toutes les autres signatures sont présentes. Les mains ligotées, les traces de corde autour du cou et bien entendu la position suggestive du corps. Après s'être renseignés, les enquêteurs parviennent à identifier la victime. Il s'agit de Chanel Devon Williams, une jeune femme d'à peine 18 ans. Il s'avère qu'elle se prostituait et venait de débarquer à Tampa où elle s'était rendue dans le quartier où les clients avaient pris l'habitude de solliciter les filles pour des faveurs sexuelles, comme plusieurs autres victimes d'ailleurs avant elle. Cette accalmie de la part de ce tueur en série n'en était manifestement pas une finalement. Le nombre de morts s'élève déjà à 4 et rien ne semble indiquer que cette série meurtrière prendra fin prochainement. Le dimanche 14 octobre 1984, un chercheur de trésors parcourt les terres d'une orangerie au nord-est de Tampa. Il est équipé de son détecteur de métaux et balaye le secteur avec son engin en espérant découvrir des objets de valeur. Il circule entre les arbres quand quelque chose attire son regard. C'est le cadavre d'une femme, encore, et bien entendu, l'homme contacte la police dans la foulée. Une fois sur place, les inspecteurs, démunis face à ces meurtres qui se succèdent, découvrent la dépouille qui est en partie enveloppée dans une couverture, mais la victime ne porte plus ses vêtements. Ses jambes ainsi que ses bras sont attachés à l'aide de cordes, et, comme toujours, il y a cette trace au niveau du cou, signature du tueur qui utilise une corde en guise de laisse pour maîtriser ses victimes. La corde elle-même n'est plus enroulée autour de la gorge dans ce cas, mais il ne fait aucun doute qu'elle a été utilisée dans ce but. L'autopsie permet d'obtenir l'identité de la personne décédée. Il s'agit de Karen Dinsfriend, une jeune femme âgée de 28 ans. Comme toutes les autres victimes, elle a été particulièrement maltraitée avant d'être étranglée par son bourreau. Sur son corps, le médecin légiste relève une nouvelle fois les fibres rouges, prouvant que cette mort est reliée au meurtre déjà commis par le tueur en série. Grâce à son identité, les policiers parviennent à récolter de plus amples informations à son sujet, et apprennent qu'elle se prostituait sur Nebraska Avenue, y compris le soir de sa disparition. Plusieurs autres victimes précédentes partagent ce point commun, Nebraska Avenue, et même celles qui ne se prostituaient pas ont disparu à proximité de cet endroit. Cela signifie donc que le tueur semble chasser sur cet axe de la ville. L'inconvénient est qu'il traverse de part en part Tampa, où résident près de 3 millions d'habitants, mais cela a le mérite de réduire le champ d'action des forces de l'ordre. D'autant plus que le petit ami de Karen révèle un indice intéressant. Il explique l'avoir aperçu grimper dans une voiture de la marque Chrysler, modèle Cordoba, qu'il estime être de l'année 1977 ou 1978. Avec ces éléments, il y a un endroit où chercher, Nebraska Avenue, et un modèle de voiture également, une Chrysler Cordoba. Alors les enquêteurs recherchent chaque propriétaire de ce type de véhicule, tout en comparant s'il possède des antécédents judiciaires. Ils tentent de repérer ce type de véhicule sur Nebraska Avenue également, mais dans aucun des deux cas, cela ne débouche sur quoi que ce soit. Le mardi 30 octobre, un peu plus d'une semaine après la découverte du corps de Karen Dinsfriend, de nouveaux restes sont retrouvés en bord de route. Alors qu'un ouvrier était chargé de creuser proche d'une voie rapide, il est tombé nez à nez avec la dépouille fortement décomposée de Kimberly Hopes. La jeune femme était âgée de 22 ans. Elle était également une prostituée qui fréquentait Nebraska Avenue. C'est à peu près les seules informations que la police parvient à décrocher à son propos. À l'évidence, elle a certainement été tuée avant ou dans la même période que Karen Dinsfriend, et ce fait est inquiétant, parce que les attaques sont de moins en moins espacées. Après l'autopsie, il est confirmé aux inspecteurs qu'elle est une victime du sadique sexuel qu'il pourchasse, puisqu'elle a été étranglée, ses mains et ses pieds étaient attachés également, et il y avait la marque de corde autour du cou. Quelques jours plus tard, un meurtre tout à fait similaire est constaté. Virginia Lee Johnson, une jeune femme de 18 ans à peine, a connu le même sort que les autres victimes. Elle était également une prostituée fréquentant Nebraska Avenue, mais les enquêteurs sont incapables d'obtenir plus d'informations. Pire, ils ne sont sur aucune piste, tandis que la liste des victimes s'allonge au gré des jours qui s'écoulent. Le compte en est désormais à 7. La police est aux abois, mais souhaite garder coûte que coûte secret qu'un tueur en série sévit dans les parages pour deux raisons.
La première, ne pas créer de panique au sein de la communauté qui pourrait entraver leur enquête déjà mal embarquée. La seconde, ne pas informer le meurtrier que la police est très active dans sa recherche, auquel cas il pourrait disparaître. En parallèle, des effectifs, qu'ils soient en civil et infiltrés parmi les prostituées de Nebraska Avenue ou en tenue pour patrouiller dans la zone, continuent d'être déployés afin d'intercepter le prédateur. Les inspecteurs, quant à eux, interrogent toutes les filles de ce secteur. Peut-être que l'une d'entre elles a réussi à s'échapper, ou a des informations qui ne sont pas encore remontées aux forces de l'ordre. Mais rien de tout ça n'est efficace, et le temps devient le pire ennemi de la police. En novembre 1984, loin de l'enquête dans laquelle la police se trouve embourbée, il y a une adolescente de 17 ans, Lisa McVey, qui traverse la vie non sans encombre. Bien qu'elle soit très contente de son emploi au sein de cette petite entreprise vendant et servant des donuts, elle connaît des moments difficiles, au point que son travail soit une échappatoire pour elle. Plus jeune, Lisa a dû faire face à une mère toxicomane et alcoolique, qui n'avait aucune envie de prendre soin de ses 2 enfants. Pire, elle exprimait clairement qu'elle n'avait que faire d'eux et, durant des années, ne prend absolument aucun soin à leur éducation ou quoi que ce soit d'autre. La situation aurait pu s'arranger lorsque Lisa est envoyée vivre chez sa grand-mère et son conjoint. D'ailleurs, c'est là-bas qu'elle vit actuellement. Malheureusement, le calvaire ne fait que s'amplifier. Lisa est abusée sexuellement par le conjoint de sa grand-mère qui laisse faire. Celui-ci prend totalement le contrôle de la vie de l'adolescente. Il finit même par annoncer à Lisa qu'il souhaite avoir un enfant avec elle. Il la contraint également à quitter l'école pour prendre un emploi et ramener de l'argent à la maison, puisque lui ne travaillera plus désormais. Les conditions de vie de l'adolescente se rapprochent de l'esclavage. Elle est manipulée et ne peut que subir malgré le dégoût qu'elle ressent à son égard. Si bien qu'à 17 ans, Lisa n'a plus envie de faire partie de ce monde et prévoit de mettre fin à ses jours. Une date est même choisie, le samedi 3 novembre 1984 sera le dernier jour sur Terre de l'adolescente. Quelques jours auparavant, le patron de Lisa lui avait demandé si elle pouvait réaliser des heures supplémentaires ce vendredi 2 novembre, et elle a accepté avec plaisir. Avant de se rendre au travail, elle a pris soin de rédiger une lettre exprimant tout ce qu'elle avait sur le cœur avant de s'en aller pour de bon. Ce jour, elle se rend donc au travail, paradoxalement heureuse, un sentiment qu'elle a trop peu connu. Mais sachant que tout son calvaire allait finalement prendre fin, cela lui procurait un certain bonheur. À la fin de sa journée, il est 2h du matin ce samedi. Comme à chaque fois, elle grimpe sur son vélo, empruntant le chemin classique qui l'amène chez elle. La nuit est sombre, la route est particulièrement mal éclairée, alors elle fait attention à ne pas se faire renverser par une voiture. Il est à peu près 2h30 du matin à présent. Lisa remarque une voiture garée au beau milieu de l'aire de stationnement d'une église. Son attention est attirée par le véhicule qui se situe à une place inhabituelle. En observant bien, il apparaît vide et il n'y a personne à proximité. Elle s'apprête à continuer sa route quand son corps part en arrière, tandis que sa bicyclette continue son chemin avant de tomber au sol. L'adolescente a brutalement été tirée au niveau de son bras. Par réflexe, elle crie de toutes ses forces, sans savoir ce qu'il se passe. La situation s'éclaircit rapidement quand elle sent le canon d'une arme à feu se poser au niveau de sa tempe. Un homme est en train de la saisir au niveau du cou en appuyant son pistolet sur elle. Il lui indique de se taire, autrement il la tuera. Ensuite, il la force à prendre la direction de cette voiture isolée à côté de l'église. Elle doit entrer dans le véhicule côté conducteur, avant d'être poussée du côté passager, lui permettant ainsi d'apercevoir un énorme couteau de chasse reposant proche des pédales. Par réflexe, Lisa essaye de voir le visage de celui qui l'a contraint à entrer dans ce véhicule, mais la pénombre et le canon de l'arme que pointe l'homme sur elle ne lui permettent pas de distinguer son visage. L'individu lui ordonne d'ôter ses vêtements. Il lui dit « Si tu me donnes du bon temps cette nuit, je te laisserai partir ». Lisa, face à une arme pointée sur elle, n'a d'autre choix que de s'exécuter. Elle subit un viol puis son agresseur lui attache les mains ainsi que les pieds avant de la rendre aveugle en lui passant un morceau de tissu autour des yeux. Pendant qu'il le fait, Lisa essaye de contracter son visage au maximum pour que le tissu ne soit pas totalement serré lorsqu'elle relâchera, ce qui devrait lui permettre de voir un petit peu. Malgré l'acte qu'elle s'apprêtait à commettre en rentrant chez elle,
Lisa décide qu'elle fera tout pour ne pas perdre la vie face à cet individu. Et même si elle devait mourir, elle mettra tout en œuvre pour que son meurtrier soit condamné. Mais désormais, elle souhaite vivre. Grâce au petit espace qu'elle a réussi à créer pour voir, Lisa comprend qu'elle et son ravisseur sont actuellement sur l'autoroute qui traverse Tampa. Si elle le sait, c'est parce qu'elle a remarqué les lampadaires spécifiques à cette route. Elle constate aussi que la voiture fait un bruit particulier, comme si elle avait besoin d'une révision. À l'intérieur de l'habitacle, elle réussit à lire le mot « Magnum » situé au-dessus de la boîte à gants. L'adolescente fait du mieux qu'elle peut pour garder son calme, parce qu'elle a compris que l'homme la tuerait si elle se mettait à poser le moindre problème. La voiture se met à ralentir. Lisa tente de comprendre où elle se trouve, et elle aperçoit les branches d'un arbre. Elle en conclut donc qu'elle se trouve dans une zone boisée, ce qui est une terrible information. Pour l'adolescente, c'est ici qu'elle va mourir. Si un inconnu vous agresse puis vous enlève avant de vous conduire dans les bois, il y a de fortes chances pour que le niveau de danger soit à son maximum. C'est alors que le ravisseur ordonne à Lisa de se rhabiller, tout en lui jetant ses vêtements sur elle. Entre-temps, il lui a retiré ses liens, mais a laissé le tissu lui bloquant la vue. L'individu fait sortir l'adolescente de la voiture pour la conduire vers un appartement. Ce n'est pas une forêt dans laquelle il se trouve, et cela soulage en partie Lisa, qui espère avoir encore un peu de temps pour réfléchir à une solution. Une fois dans l'entrée, les liens de l'adolescente lui sont remis, et l'homme la force à grimper des escaliers composés de 32 marches, avant d'arriver dans une pièce dont la peinture était encore fraîche. Tout ceci, Lisa fait en sorte de bien le garder à l'esprit pour plus tard, si elle a l'occasion de le partager à quelqu'un. En attendant, elle est à nouveau mise en joue, et elle doit se déshabiller, mais à sa grande surprise, ce n'est pas une agression sexuelle qui se déroule. L'homme lui dit d'aller dans la salle de bain, de prendre une douche, évidemment tout en la surveillant. Lisa prend bien soin de toucher un maximum d'endroits afin de répandre le plus possible ses empreintes digitales. Une fois dans la douche, elle retire le bandeau, puis l'individu la rejoint et commence à la laver. Son attitude est presque bienveillante, comme s'il prenait soin de Lisa. Bien entendu, ce n'est pas le cas, c'est une sorte de jeu de rôle pour l'homme qui agit selon sa propre ligne de conduite. Après ce moment étrange, à peine sortie de la douche, Lisa est abusée à nouveau. Ces instants sont aussi rudes physiquement que psychologiquement pour l'adolescente. Malgré tout, elle ne perd pas espoir. Ses yeux sont bandés une nouvelle fois, mais elle continue de dissiper des indices de sa présence en glissant des objets lui appartenant là où elle peut. Puis l'homme la jette sur le lit et lui fait toucher son visage. Lisa prend toutes les informations qu'elle peut. Au toucher, elle distingue une moustache, des oreilles assez petites, et comprend qu'il est de forte corpulence comme un joueur de football américain. Pour survivre, l'adolescente ne voit qu'une option s'offrir à elle, tenter de gagner sa confiance. C'est évidemment un jeu très dangereux, le moindre faux pas conduisant à une mort certaine. L'homme s'installe à côté de Lisa dans le lit et commence à lui poser des questions. Il lui demande comment est-ce qu'elle s'appelle, et l'adolescente répond Carole. Elle va construire un mensonge pour que l'individu soit le plus heureux possible, et qu'il ne se mette surtout pas en colère. Elle se confie littéralement à lui, en lui mentant évidemment. Elle raconte qu'elle a un père malade, et qu'il ne s'en sortira pas sans elle, ce genre de choses. Mais surtout, elle essaye de le convaincre qu'elle accepte la situation actuelle. Lisa veut créer un lien de couple avec son agresseur pour qu'il se sente en sécurité avec elle et qu'il relâche sa garde. C'est plus facile à dire qu'à faire, ce genre d'individu ne fait pas confiance facilement. Simplement, il semble que le discours tenu par Lisa fasse effet, l'homme semblant se détendre à ses côtés, envoyant tout de même des signaux pour rappeler qu'il n'hésiterait pas à la tuer au moindre écart. Après 6 heures de captivité, au petit matin, le ravisseur prépare un repas à Lisa qu'il a installé devant la télévision où passent les informations en boucle. Juste après que l'homme a posé l'assiette, il est annoncé à la télévision la disparition d'une adolescente de 17 ans alors qu'elle rentrait chez elle à vélo. Ceci fait fondre en larmes Lisa et entrer dans une colère noire l'agresseur qui menace de la tuer en pointant son arme sur sa tête si elle continue de pleurer. À cet instant, l'adolescente frôle la mort. Elle se ressaisit finalement, mais si elle ne l'avait pas fait, elle aurait été tuée. Quelques minutes s'écoulent, l'homme paraît de plus en plus impatient et il finit par demander à Lisa « Qu'est-ce que je vais faire de toi ?»
L'adolescente se trouve à la croisée des chemins. Il faut qu'elle le persuade de la garder en vie et elle a une stratégie pour cela. Lisa dit à son ravisseur qu'ils pourraient former un couple. Ensemble, ils pourraient facilement raconter qu'ils ont fait connaissance dans un bar et personne ne saurait quoi que ce soit à propos de l'enlèvement. Et elle est persuadée qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Ces mots sont difficiles à dire pour Lisa, mais essentiels pour tenter de rester en vie. Elle ajoute même qu'elle fera tout son possible pour prendre soin de lui. Malheureusement, la réponse n'est pas celle qu'elle espérait. Le ravisseur lui annonce qu'il ne peut pas la garder. Lisa est à nouveau ligotée aux mains et aux pieds avant d'être conduite dans la voiture de l'homme sans qu'elle ne connaisse la destination, ce qui est inquiétant dans ces circonstances. Tandis qu'ils sont en train de rouler, l'homme dit à Lisa qu'il a besoin de liquide pour prendre de l'essence et sort de son véhicule pour retirer des espèces à un distributeur de billets. Dans la foulée, ils se rendent effectivement à une station-service. Voilà l'occasion de fuir pour l'adolescente. Mais juste avant de descendre du véhicule, l'homme annonce à Lisa que si elle tente de s'enfuir, il tuera l'homme qui tient la station et ce sera son tour par la suite. Alors, elle décide d'attendre sans bouger. La voiture repart. Lisa comprend qu'ils sont à nouveau sur l'autoroute puisque la vitesse est plus élevée et, à nouveau, elle reconnaît les lampadaires propres à cette voie rapide. Quelques minutes plus tard, il fait sombre et le véhicule se stoppe. Le ravisseur enlève les liens de l'adolescente, la sort de la voiture et lui indique de faire quelques pas puis de rester immobile durant 5 minutes devant le capot. Lisa est terrifiée. Elle est certaine qu'il va la tuer. Elle se demande simplement comment. Va-t-il lui rouler dessus, lui tirer dessus depuis la voiture? Elle n'en a aucune idée, mais décide de respecter les consignes à la lettre. Les secondes s'écoulent, puis les minutes, qui paraissent des heures. Et finalement, Lisa ôte son bandeau. C'est alors qu'elle remarque qu'elle se tient debout seule, à côté d'un arbre sur une aire de stationnement. Elle se met à pleurer et à remercier Dieu de l'avoir épargnée avant de courir le plus vite possible parce qu'elle réalise que l'homme pourrait revenir. Elle réussit à se rendre au poste de police de Tampa où elle raconte toute l'horreur qu'elle a vécue durant ses 26 heures de captivité. Aussitôt, elle est envoyée à l'hôpital. C'est là-bas que des inspecteurs prennent la déposition de l'adolescente. Sauf qu'un problème se présente, et ils ne la croient pas. Elle viendrait de passer plusieurs heures en compagnie d'un prédateur sexuel qui ne l'aurait pas épargnée, et elle ne semble pas réellement dévastée comme une victime le serait normalement, ou en état de choc. Elle est totalement lucide et limpide dans ses propos, ce qui fait penser aux policiers qu'elle est en train de mentir, et qu'en réalité il ne s'agit que d'une fugue. Ce qu'ils ignorent évidemment est que Lisa malheureusement est habituée aux abus, puisque cela fait des années qu'elle les subit de la part du conjoint de sa grand-mère. Elle est devenue tristement insensible à ses actes, et c'est d'ailleurs ce qui lui a sauvé la vie. Un élément cependant va faire changer la perception des policiers à l'égard de Lisa. Elle raconte qu'elle a été ligotée à l'aide de cordes, et forcément, cela fait écho à la méthode employée par le tueur en série qui sévit dans la région depuis des mois, tenant également en échec la police. L'un des enquêteurs suggère que les vêtements de Lisa soient envoyés au laboratoire du FBI pour analyse. Une semaine plus tard, les résultats reviennent, et sur les vêtements de Lisa McVeigh sont retrouvées les fibres rouges qui avaient été découvertes dans les affaires précédentes concernant ce tueur en série. Aussi incroyable que cela puisse paraître, avec Lisa, la police tient une survivante du meurtrier. Dans la foulée de cette révélation, il est demandé à Lisa McVeigh de donner tous les éléments en sa possession qui permettraient d'arrêter ce tueur en série. La description physique que transmet l'adolescente aux autorités est fantastiquement bien détaillée. Et ce n'est pas tout, elle donne énormément de détails sur la voiture, comme le mot Magnum présent sur le tableau de bord, les tapis rouges du véhicule et tout ce dont elle se souvient. Et ce mot Magnum est très important, parce qu'en faisant des recherches, les policiers découvrent qu'il n'y a qu'un seul modèle de véhicule portant cette inscription chromée sur le tableau de bord, les Dodge Magnum de 1978. Un avis de recherche pour une voiture de ce type et de couleur rouge est donc lancé. En parallèle, une demande auprès des banques est faite pour accéder à la liste de leurs retraits, Lisa ayant indiqué que l'homme avait retiré de l'argent liquide à un distributeur de billets. Il y a donc une trace de cette transaction quelque part.
Avec tous ces éléments, les policiers sont ultra motivés pour mettre la main sur leur tueur, en espérant l'attraper avant qu'il ne commette un crime supplémentaire. Mais le mardi 12 novembre, les enquêteurs sont appelés sur un lieu où le corps d'une jeune femme vient d'être retrouvé. Cette victime est nue, placée face contre terre avec des marques de corde au niveau de ses poignets, ses chevilles et de son cou. Le tueur vient de frapper à nouveau. Il y a toujours ces traces de pneus à proximité des endroits où les victimes ont été déposées, mais il continue de leur filer entre les doigts, malgré les indices à disposition des forces de l'ordre. La victime est identifiée comme étant Kim Marie Swan, une jeune femme âgée de 21 ans se trouvant sur Nebraska Avenue où elle travaillait en tant que danseuse lorsqu'elle a disparu. Elle venait d'avoir un petit garçon âgé d'1 an et s'apprêtait à changer de vie et reprendre ses études avant de mourir tragiquement. Quelques jours plus tard, il est confirmé que c'est l'homme que les policiers recherchent qui est derrière ce meurtre. Les fibres rouges étant retrouvées sur les vêtements de la victime et les traces de pneus correspondant à celles présentes sur les précédents lieux de crime. Les enquêteurs sont toujours dans l'impasse, malgré un travail monumental fourni afin de mettre la main sur le tueur. Le vendredi 16 novembre, une patrouille de police, située sur Nebraska Avenue, interpelle une Dodge Magnum de couleur rouge, dont le conducteur correspond physiquement à la description qu'avait donnée quelques jours auparavant Lisa. C'est un homme blanc, d'une trentaine d'années avec une moustache et corpulent. Les agents qui procèdent à la vérification de ses papiers transmettent le nom de l'individu au poste central grâce à son permis de conduire. Il s'agit de Robert Joe Long. Pour ne pas éveiller les soupçons, les policiers disent à cet individu que son véhicule correspond à celui impliqué dans un délit de fuite suite à un cambriolage dans le quartier. Ils lui ont donc demandé s'il était possible de prendre une photo de lui, ce que l'homme accepte mais dans une nervosité évidente. Il est coopératif, mais lorsque l'un des policiers lui demande s'il est autorisé à fouiller son véhicule, l'homme refuse. Les agents sont obligés de le laisser repartir. Ils n'ont pas de motif valable pour le placer en garde à vue, mais ils ont une photo de lui et son identité. Le suspect est aussitôt placé sous surveillance 24 heures sur 24 pour s'assurer qu'il s'agit bien du tueur en série tant recherché. En parallèle, il est découvert des antécédents judiciaires. En 1981, il avait été interpellé suite à un harcèlement qu'il avait fait subir à une fillette de 12 ans, en l'appelant sans cesse pour lui dire des obscénités. Cette même année, il est arrêté pour agression sexuelle, coups et blessures et tentative d'enlèvement. Il a plaidé coupable de ces faits mais n'a pas été envoyé en prison. En revanche, il a été placé en période de probation. Les policiers essayent d'en savoir un peu plus sur le passé de Robert Long, menant l'enquête auprès de ses proches en toute discrétion. Ils apprennent qu'il a eu une enfance difficile. Sa mère a quitté son père, puis a emmené son fils loin de ce dernier. Puis sa mère a eu une sexualité débridée. Elle amenait régulièrement des hommes chez elle et ne s'occupait presque pas de Robert, le faisant passer au second plan. Le garçon avait honte du comportement de sa mère et commence à dévier à cette époque. À 13 ans, il tire sur le chien de la famille, avant de dire à sa mère que celui-ci avait été mieux traité que lui. En grandissant, cependant, les choses semblent s'améliorer pour Robert, qui s'engage dans l'armée américaine et finit par se marier à Cindy Brown, avec qui il aura 2 enfants. Malheureusement, le bonheur va s'éteindre au fur et à mesure des années. Plus jeune, le garçon avait subi plusieurs commotions cérébrales. Une de plus survient lorsqu'il fait un accident de moto durant son service à l'armée. À partir de là, son comportement bascule dans la violence et c'est Cindy qui en fait les frais. Les médecins expliquent que les traumatismes crâniens successifs ont altéré son comportement. C'en est trop pour la femme, qui décide de quitter son mari afin de protéger son enfant qu'elle ne veut pas voir grandir avec un père violent. Ces éléments de contexte confortent de plus en plus les enquêteurs dans le fait que leur suspect pourrait être le tueur en série qu'ils cherchent à stopper. Entre-temps, les résultats des transactions au distributeur de billets de la région où Lisa McVeigh a été enlevée sont revenus. Ah oui, parce que Lisa, durant son enlèvement, a récolté tant d'informations sur les endroits où elle se trouvait, malgré les yeux bandés, qu'elle a pu limiter la zone de recherche de la police. Avec la liste des distributeurs de billets, seuls 3 ont été actifs vers 2 heures du matin dans ce secteur, et l'un d'entre eux appartient à la banque de Robert Joe Long. Aussitôt, Lisa McVeigh est convoquée au poste de police. La photo prise de Robert Long lui est montrée, mais elle est mélangée avec d'autres images ressemblant au suspect.
Les 6 photographies sont alignées devant l'adolescente qui, en quelques secondes, pointe du doigt un cliché. Les inspecteurs lui demandent d'évaluer le niveau de certitude de ce choix et Lisa répond qu'elle est certaine à 110% que l'homme sur cette photo est son ravisseur. Elle vient de désigner Robert Long. Le vendredi 16 novembre 1984, une équipe d'intervention est constituée afin de procéder à l'arrestation de l'homme de 31 ans, Robert Joe Long. Puisqu'il est sous surveillance depuis un moment, il ne se rend pas compte qu'une douzaine d'agents en civil l'entourent quand il se rend au cinéma pour regarder un film. Pendant qu'ils assistent à la séance avec leur suspect, d'autres policiers contrôlent le véhicule de ce dernier sur l'aire de stationnement du cinéma. Immédiatement, les enquêteurs découvrent que les pneus de la voiture correspondent avec les traces laissées sur les endroits où les cadavres ont été découverts. Le peu de doute qui subsiste chez les inspecteurs s'envole, et le signal est donné d'interpeller Robert Long quand il sort du cinéma. Une fois fait, l'homme est placé en état d'arrestation. Désormais, le rôle de la police est de prouver son implication dans le plus de meurtres possible en vue de son procès. Cela commence par le véhicule du suspect qui est complètement désossé pour que ces éléments soient envoyés au laboratoire du FBI. Sans surprise, il est confirmé que les fibres rouges présentes sur les victimes proviennent de ce véhicule. Des cheveux ainsi que des empreintes digitales appartenant aux femmes assassinées sont découverts également. Et ce sont des éléments particulièrement incriminants. Grâce à cela, il est possible d'entreprendre une perquisition de son domicile, et c'est une véritable mine d'or. Les cordes servant à attacher les victimes sont retrouvés. Les éléments que Lisa avait dissimulés, ainsi que ses empreintes digitales, se trouvent partout dans l'appartement de Robert Long, prouvant définitivement son enlèvement. Durant son interrogatoire, le suspect ne semble pas vraiment craindre la police. Au contraire, il est même arrogant. Cependant, il reconnaît son implication dans l'enlèvement et le viol de Lisa McVey, mais rejette toutes les accusations le liant au meurtre des autres femmes. En tout cas, il le fait jusqu'à ce que les preuves que détiennent les policiers lui soient présentées. À cet instant, Robert Joe Long se met à sourire et dit « Vous m'avez eu, c'est moi ». Il explique que lorsqu'il a épargné Lisa, il savait qu'il serait pris rapidement, et il se met à détailler tous les meurtres qu'il a commis, parlant de 10 crimes en tout. Sauf qu'il fait une révélation supplémentaire et choquante aux inspecteurs qui l'interrogent. Il se vante d'une série de viols qu'il aurait commis et qui seraient toujours non résolus dans l'état de Floride. Son procédé était le suivant. Il répondait aux petites annonces dans lesquelles des chambres étaient proposées à la location. Quand une femme, seule, faisait visiter le bien, alors elle était agressée par Robert Long. Et ces agressions seraient au moins au nombre de 50 dans plusieurs villes de Floride, y compris Miami. En approfondissant ce point, les enquêteurs découvrent qu'en réalité le nombre de victimes est plus proche de la centaine. Le dossier est bouclé pour les enquêteurs, qui le transmettent au procureur, qui n'a plus qu'à lancer la procédure. Le mardi 24 septembre 1985, Robert Joe Long plaide coupable pour 8 des 10 meurtres qu'il a avoués. Ceci conduit donc à sa condamnation, et le juge ne fera preuve d'aucune clémence, puisque c'est la peine capitale qui est prononcée à l'égard de l'accusé. Robert Joe Long restera 34 ans dans le couloir de la mort, épuisant tous les recours en sa possession, avant d'être exécuté à l'âge de 65 ans le 23 mai 2019. Lisa McVey, qui a vécu une terrible épreuve supplémentaire, a finalement renoncé à mettre fin à ses jours comme elle avait prévu de le faire le soir de son enlèvement. Au lieu de ça, elle a continué à se battre pour intégrer les forces de l'ordre, ce qu'elle est parvenue à faire. Aujourd'hui, elle est adjointe au bureau du shérif du comté d'Hillsborough, celui-là même responsable de l'arrestation de Robert Joe Long. Une belle revanche sur la vie, voici pour cette histoire. Si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est important. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux indiqués en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.